Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Avec la crise sanitaire, les lignes ont bougé dans les entreprises et le moment est venu de redéfinir la QVT dans un monde post-Covid-19. Quels étaient les contours de la QVT avant la crise? Qu'est-ce qui a changé après elle? Que doit-on prendre en compte lorsqu'on parle de QVT aujourd'hui et comment mettre des actions concrètes en place? Quels sont enfin les enjeux à avoir en tête et les tendances qui se dessinent? Nous accueillons aujourd'hui Sandra Fiodo, fondatrice de la société de conseil Conscious Cultures, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui va dessiner avec nous les contours de la QVT 2022 au bureau et au-delà. Bonjour Sandra Fiodo. Bonjour. Alors, avant la crise, elle englobait quoi, la QVT? La QVT, avant la crise, elle englobait, si on reprend un peu la définition de l'ANACT, et celle qu'on utilise assez globalement, elle englobait la question des conditions de travail, que ce soit l'environnement de travail, les possibilités de formation, les parcours professionnels, etc. Elle englobait la capacité à s'exprimer, à agir, qui est quelque chose qui est fondamental et qui a pris de l'ampleur, je pense, aussi avec la crise. Et elle englobait le contenu intrinsèque du travail, les questions d'autonomie, les questions de valeur du travail, de sens du travail, le fait de pouvoir apprendre dans son travail, etc. Tout ça, finalement, ça n'a pas tellement changé. C'était des sujets qui étaient... c'était un concept très, très vaste. Et du coup, peut-être un petit peu complexe à prendre dans sa globalité. Ce que je vois et ce qu'on voit, c'est que ces sujets-là, de plus en plus, ils sont tous imbriqués. Donc, c'est compliqué d'en traiter un sans en traiter plein d'autres à côté. Et ce qui a vraiment fondamentalement bougé avec le fait de travailler beaucoup et pendant longtemps à la maison, c'est cette notion de pro et de perso qui est en filigrane de toutes ces questions-là, mais qui a pris une ampleur sans précédent et qui oblige aujourd'hui à se poser certaines questions qu'on ne se posait pas avant, sur lesquelles on avait tendance à mettre des œillères. Donc je dirais que le fait, en fait, on y reviendra beaucoup pendant notre discussion, je pense, mais le fait de tenir compte du fait que les gens ont une vie en dehors du travail, quelque chose qu'on pouvait facilement ignorer jusqu'avant la crise. On a en tête, je me souviens, je sais plus quand c'était, ce journaliste de la BBC qui avait fait beaucoup rire la terre entière parce que très sérieux dans son costard avec sa carte du monde dans son décor intervenait en direct et puis un de ses enfants est arrivé et puis sa femme essayait d'aller le récupérer. On a tous ri et après on l'a tous vécu. C'est devenu le quotidien de tout le monde. C'est devenu notre quotidien. Et en fait, ça, l'irruption du privé dans le contexte professionnel, on n'a plus pu y échapper, on n'a plus pu continuer dans cette illusion du travailleur idéal. Le travailleur idéal, c'est le travailleur qu'on a un peu théorisé dans les années 50-60, ce travailleur qui est absolument dévoué à son entreprise et dont on ne sait rien de la vie en dehors et puis finalement peu importe puisqu'elle est gérée par en l'occurrence la femme. Ce travailleur idéal n'existe plus depuis longtemps et maintenant on peut plus faire semblant qu'il existe et donc ça a sacrément rebattu les cartes et puis aussi sur des questions de comment est-ce qu'on travaille avec les gens à distance, mais ça je pense qu'on y reviendra plus en détail après. Donc les barrières un petit peu hermétiques qui existaient entre vie privée et vie professionnelle sont tombé, clairement. J'ai l'impression que le vocabulaire lui-même a évolué. Avant, on parlait de bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, par exemple. C'est un exemple, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Oui, tout à fait. C'est un très bon exemple parce que on n'est plus on est dans le dur en fait. On est obligé d'aller dans le fond des sujets et la question de la santé mentale, c'est une question très importante autour de laquelle on tourne depuis longtemps. Il y a eu toutes les vagues avec France Télécom. Enfin, on a été obligé de se poser ces questions de santé mentale au travail, mais on a caché ça. Enfin, on a introduit ces notions-là dans des thématiques un peu plus globales et un peu plus radouci de bien-être au travail, qui du coup voulait peut-être tout et rien dire, dans lesquels on mettait et les baby-foot et la santé mentale. La santé mentale est devenue un sujet dont les entreprises ne peuvent plus faire... sur lesquels les entreprises peuvent plus faire l'impasse. Après, la question, et c'est ce qui est passionnant avec tous les enjeux d'aujourd'hui autour de la QVT, c'est jusqu'où va la responsabilité de l'entreprise, jusqu'où peut-elle intervenir sans que ce soit intrusif pour les individus, et où est-ce qu'on met la limite du partage de ces circonstances personnelles. Moi, j'avais écrit un article sur cette thématique. J'aime pas trop qu'on parle de pro et de perso. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens dans nos vies où nos identités sont très mélangées. Ce qu'on vit dans un domaine influe forcément sur l'autre. Ce qui me paraît plus pertinent comme distinction, c'est l'intime et le public, parce qu'il y a des choses personnelles qu'on doit pouvoir partager au travail en mettant la barrière de l'intime où on le souhaite. C'est-à-dire, si on est dans une situation où on est aidant,
J'ai fait un épisode de podcast il y a pas longtemps là-dessus. C'est normal et important que quand on vit ce genre de situation, on puisse en parler au travail pour dire peut-être que pendant les X prochains mois, je serai moins disponible, j'ai besoin de moins me déplacer, j'ai besoin d'un aménagement horaire, etc. Et heureusement qu'on peut avoir ces conversations-là qui sont très récentes et autour desquelles il y a encore énormément de tabous et de non-dits parce que les personnes ont peur d'être stigmatisées. Mais voilà, c'est ces conversations-là qu'on commence à avoir et où c'est passionnant, les enjeux sont passionnants parce qu'il s'agit de mettre une barrière, il s'agit pas de ne pas avoir de barrière, mais il s'agit de la mettre au bon endroit, qui permettent de respecter l'individu et tout ça au service d'un travail de qualité. La finalité, ça reste ça, c'est la relation de travail. Donc, qu'est-ce qu'on raconte de sa vie personnelle, qu'on ramène au travail, parce que ça influe sur notre vie de tous les jours au bureau, et qu'est-ce qui reste de l'ordre de l'intime, du privé, parce que ça n'a pas sa place pour des raisons que tout le monde comprend. Exactement. Dans la vie au travail. Donc, qu'est-ce qu'on raconte et qu'est-ce qu'on ne raconte pas, le privé et le public. Et comment est-ce qu'on crée... Alors, et ça, il y a plein d'enjeux là-dedans, parce que c'est comment est-ce qu'on initie la conversation quand on est dans cette situation-là, mais comment est-ce qu'en tant que manager, on crée les conditions pour que ces conversations-là aient lieu. Il y a un rôle très important, et le manager, je pense qu'on en reparlera, mais il est sous le feu de la rampe, le manager. Il a été très, très sollicité pendant le confinement. On parle beaucoup des burn-out dans les populations de managers parce que ils ont été extrêmement sollicités, extrêmement avec un rôle clé. Enfin, leur rôle qui a toujours été clé a été encore plus mis en lumière. Et donc, moi, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des entreprises qui cherchent à les équiper, ces managers, en se disant, OK, on les a peut-être pas suffisamment équipés et il y a des choses à faire pour les aider. Alors justement, on peut peut-être en parler. Si qu'on englobe les managers et les collaborateurs, quelles sont les attentes finalement aujourd'hui et des managers donc et des collaborateurs en matière de QVT aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a beaucoup cette notion. J'en discute régulièrement à la fois avec mes invités, puis même j'aime bien discuter avec des recruteurs, des gens que je croise. Et il y a beaucoup. Premièrement, la question du télétravail, évidemment, qui est, on peut pas ne pas en parler. Qui est centrale. Ouais, qui est centrale. Où j'ai l'impression, je l'entends moins maintenant, mais c'est vrai que pendant l'été, on avait l'impression qu'il y avait certaines entreprises qui sifflaient un peu la fin de la récré en disant bon, ça y est, c'est bon, c'est terminé, tout le monde revient au bureau. Ça ne fonctionne pas. Et quand on discute avec les recruteurs sur les critères de choix de poste, le télétravail est un critère. Cette notion de flexibilité dans son ensemble, mais le télétravail, c'est un non-sujet en fait aujourd'hui pour beaucoup de catégories de collaborateurs. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc la question, c'est pas tellement si, la question c'est comment on fait. C'est pas est-ce qu'on y va ou pas, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne. Donc il y a ces enjeux-là autour de la flexibilité dans un sens très large. Et derrière cette flexibilité, finalement, l'attente, c'est de se dire je suis un individu unique et je souhaite être traité comme tel. Donc ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés. C'est très effrayant pour beaucoup d'entreprises aussi parce que on parle de sur-mesure, d'air du sur-mesure. On se dit zut, il va falloir inventer une politique RH par collaborateur, et c'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est plus de se dire comment est-ce qu'une catégorie donnée de collaborateurs, on arrive à la motiver, on arrive à vraiment bien comprendre quels sont ses enjeux, et quel est son quotidien, quel est son vécu, donc comment je peux l'aider à faire son meilleur travail. C'est toujours ça l'enjeu. L'enjeu, c'est toujours comment aider les gens à faire leur meilleur travail, mais donc en façonnant vraiment les conditions qui le permettent. Et pour ça, il faut avoir des conversations qu'on n'a pas forcément eues jusque-là, parce que peur qu'elles soient intrusives, peur d'ouvrir des boîtes de Pandore aussi, de se dire mais si je commence à accorder telle faveur à tel individu, tout le monde va me demander des faveurs. Enfin, il y a tous ces enjeux-là en fait derrière ça, mais je crois que vraiment le fond, et on le voit même en dehors du monde du travail, mais c'est je suis un individu unique et j'ai besoin qu'on tiennent compte de ça. Il y a un autre gros sujet qui est celui, donc évidemment, du travail à distance. Et derrière ce travail à distance, le sujet de l'autonomie et de la confiance. La question de l'autonomie, ça fait longtemps qu'on en entend parler, notamment avec les jeunes générations. On entend souvent les dirigeants et les managers s'agacer parfois un peu aussi d'une volonté d'autonomie qu'ils estiment peut-être un peu exagérée ou prématurée de la part des nouveaux entrants, enfin des tout jeunes qui arrivent, mais c'est une vraie demande. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on nourrit ce besoin-là, comment est-ce qu'on tient compte de ça tout en s'assurant que le travail est fait correctement et que les missions sont
sont bien menées, mais cette notion d'autonomie et qui rejoint ce dont on discutait au tout début sur les fondamentaux de la QVT, à savoir cette capacité d'agir qui est clé en fait aujourd'hui dans les enjeux de motivation et d'engagement à long terme. Voilà. Et donc derrière ça, au-delà de qui est quand même quelque chose qui est une spécialité française, mais cette tendance à mesurer l'engagement d'un individu à son temps de présence, ce qui fonctionne plus à distance parce qu'on n'a pas les gens sous les yeux, mais finalement qui trouvent quand même des façons, on se débrouille pour avoir l'air actif sur Zoom, etc. Enfin, il y a d'autres façons dont ça s'exprime, mais en tout cas, de plus en plus, l'enjeu c'est comment est-ce qu'on mesure la performance et la contribution d'un individu à l'équipe sur ses résultats versus sur son temps de présence. Et ça, moi, j'ai souvent été frappée dans des contextes avec d'autres collègues managers de voir à quel point certains connaissaient très mal finalement le métier des gens dans leur équipe et les missions des gens dans leur équipe. On a une vision un peu globale de globalement comment l'équipe fonctionne et ce qu'on cherche à lui faire faire, mais vraiment dans le concret de au quotidien, c'est quoi les tâches de ces gens-là, je pense qu'on a tous à apprendre en fait de ce que font réellement les gens. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv à travers tous ces sujets-là, c'est aller vraiment comprendre ce qui se passe pour les gens aussi bien au travail qu'en dehors du travail. Plutôt que de surveiller les horaires. Plutôt que de surveiller les horaires et plutôt que aussi d'imaginer des mesures QVT, au sens très large, qui ne répondent pas à un besoin réel. Moi, j'ai souvent entendu des conversations du type, on veut accompagner les parents, on sait qu'on a beaucoup de parents dans notre entreprise, on veut les accompagner, donc on imagine toute une série de webinaires et de conférences, etc. Et quand je dis, mais est-ce que vous leur avez demandé ce dont ils ont besoin? La réponse, c'est non. Mais bon, on présuppose. On présuppose. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de la présupposition pour être impactant dans les actions QVT. Ça rejoint cette idée de je suis unique et donc je veux des choses qui en tiennent compte. Que peut-on dire de la QVTD, la qualité de vie au travail à domicile? La qualité de vie au travail à domicile, il y a évidemment des enjeux d'ergonomie du poste de travail et d'équipement du poste de travail à domicile, où on a vu des situations très inégales entre les entreprises. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a plusieurs enjeux que je vois autour de ça. Il y a la question de la déconnexion, parce que ce qu'on a vu pendant les confinements, c'est des horaires de travail qui ont augmenté. Loin du mythe du travailleur qui travaillerait pas dès qu'on a plus les yeux rivés dessus. On a vu, j'avais lu des études, jusqu'à 3 heures de travail supplémentaires par jour. Dans certains cas, c'est énorme parce qu'il y avait justement d'une part la difficulté, on n'a plus les horaires où à telle heure il faut qu'on ait terminé, on n'a plus ces contraintes de temps de transport, on n'a plus de sas non plus pour passer d'une sphère, décompression. Ouais, pour passer d'un temps de la vie à un autre. Et donc, il y a ça, et puis une espèce d'anxiété aussi, d'envie de montrer qu'on est engagé, presque d'en faire plus pour dire si, je suis toujours là, je suis toujours engagé. Donc, il y a un gros enjeu autour de ça, autour de rendre très visible et très concret le fait qu'on n'attend pas des gens qui soient connectés à tout moment de la journée. Et comment on fait ça ? On pour faire passer ce message-là. On l'incarne. Parce qu'on peut le dire, on peut le clamer, etc. Mais on l'incarne par des faits. Enfin, c'est très basique, en fait. Beaucoup de choses autour de la QVT. J'ai l'impression que parfois on en fait des choses très complexes. C'est des choses il y a beaucoup de bon sens en fait. Il y a beaucoup de bon sens et comment est-ce qu'on respecte un individu, comment est-ce qu'on tient compte de ce qu'il vit. C'est assez basique en fait quand on y vient. Et donc cette notion d'incarnation, d'exemplarité dont on parle souvent, c'est ne pas mettre des réunions à des heures dont on sait que ça va empiéter sur la vie des gens. C'est ne pas envoyer d'emails même en disant non mais j'attends pas de réponse. On sait qu'on crée chez le collaborateur un stress de je vais quand même répondre même s'il attend pas de réponse. Donc on programme ses mails. Si on a envie de les rédiger à 22h, on le fait, mais on les programme pour qu'ils partent dans des horaires de connexion souhaités. C'est des toutes petites choses comme ça. Donc il y a cet enjeu-là. Il y a l'enjeu de faire vivre la relation manager-manager parce que de ne pas se voir, mine de rien, ça change des choses dans ce qu'on peut percevoir en signaux faibles, notamment dans l'état de santé ou l'état de bien-être des collaborateurs. Donc, arriver à quand même sentir les choses et voir comment ça se passe pour les gens de son équipe. Quand tout se passe soit par écrit, soit par visioconférence.
et qu'on n'a pas forcément encore créé cet espace où la discussion est facile et libre et fluide. Donc il y a ce risque-là de passer à côté de signaux faibles qu'on aurait perçus si on s'était vu en vrai. Et il y a la notion aussi beaucoup de culture d'entreprise et de culture d'équipe. On a Microsoft qui a fait une étude sur 60 000 salariés en regardant les emails et les coups de téléphone qui avaient été passés pendant les confinements. Ils se sont rendus compte que les confinements avaient beaucoup siloté. C'est-à-dire, on n'a pas moins communiqué, on n'a pas perdu forcément en connexion. Par contre, on s'est connecté aux gens qu'on connaît déjà. Et donc, on n'a plus ce mythe qu'on entend, mais de la machine à café où on croise des gens qu'on croiserait pas. Donc, l'enjeu, quand on va moins se croiser, c'est un fait, puisque le télétravail s'installe dans la plupart des entreprises de manière durable. Comment est-ce qu'on recrée de manière intentionnelle comment est-ce qu'on décilote finalement? Donc, c'est ces enjeux-là que je vois vraiment comme prégnants et comme qui donnent du fil à retordre au manager, mais où il y a vraiment cette notion d'aller expérimenter en fait. Personne n'a la solution. C'est ça qui est déstabilisant dans cette période. C'est que personne, il y a aucun manuel qui nous dit voilà comment ça se passe, voilà ce qui fonctionne. Il faut aller tester. Ça dépend de la culture, ça dépend des individus qui composent l'équipe. Il faut tester des choses et voir ce qui fonctionne et ajuster. Donc là, vous parliez des silos. Plus largement, comment on fait pour recréer dans un contexte où il y a beaucoup de gens en télétravail, où on s'est pas vu pendant longtemps et tout, et là non plus, j'ai l'impression que personne n'a vraiment la méthode ultime. Comment on fait pour recréer de la cohésion? Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi, la cohésion au sens large dans l'entreprise? Oui, c'est un énorme enjeu. On l'a beaucoup vu pour les entreprises, par exemple, qui avaient accueilli des nouveaux collaborateurs, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises, mais qui ont accueilli des nouveaux collaborateurs pendant les périodes de confinement. Comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un se sente intégré, partie prenante d'une équipe, quand elle les a jamais rencontrés, les personnes avec qui elle va travailler? Et là, c'est pareil. Effectivement, il n'y a pas de baguette magique, il y a pas de solution miracle à ça. Disons, la chose à créer la plus importante, c'est cet échange, c'est ce dialogue, c'est d'aller. J'ai souvent ce conseil avec des clients que je peux accompagner sur ces sujets-là, mais c'est de se dire, mais en fait, juste cette notion d'empathie pure et simple. Je reviens à mon histoire de bon sens, mais en fait, quand on est, par exemple, on est soi-même en réunion, on est en réunion, toute l'équipe est au bureau, nous on est en télétravail ce jour-là. Et c'est de se rappeler comment on se sent. Quand on est tout seul, que tout le monde a fait des blagues, qu'ils arrivent en salle de réunion, il y a déjà quelque chose qui existe dans cette équipe-là, et nous, on est à la maison, on fait pas partie du truc. Se rappeler de comment on se sent, et ramener ça pour quand la fois où nous, on est en réunion et que c'est quelqu'un d'autre qui est à la maison, pouvoir se dire, ok, je me souviens, et donc je vais intentionnellement aller embarquer cette personne, peut-être lui raconter la blague qu'on vient de se dire, ou lui poser une question peut-être un peu plus personnelle, pas intrusive, personnelle. Enfin, voilà, essayer de créer cette ambiance, ça demande des efforts. En fait, c'est ça demande des efforts et de la conscience et de l'intention, mais c'est faisable. Et c'est même peut-être très intéressant de se dire que, justement, comme on n'est pas... comme les choses n'arrivent pas toutes seules, on peut décider. On a aussi un pouvoir de décision qui est intéressant, de se dire, tiens, telle personne dans tel service, j'ai jamais discuté avec elle. Je vais le faire. J'aurais peut-être pas fait au bureau parce que j'ai 1000 raisons de jamais aller dans ce service-là, mais là, je vais décider de le faire. Et ça demande, voilà, ces notions d'intentionnalité et de conscience qui me paraissent vraiment clés. Donc quand même, chacun et chacune, maître ou maîtresse de sa propre QVT. Ou en tout cas de la QVT de l'entreprise, que tout le monde est partie prenante. Je pense, je pense qu'il y a... Et qu'en plus, les gens ont envie de ça. Et moi, je suis toujours frappée quand je mène des audits avec les entreprises. Alors, les audits que je mène, c'est vraiment des audits de l'expérience collaborateur, qui est aussi une autre façon de parler de QVT. C'est vraiment d'aller se dire quel est le vécu des collaborateurs, c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leur point de difficulté, etc. Et quand on interroge les gens sur leur vécu, tout de suite, ils évoquent les solutions. Et donc, ils savent. Et on parle toujours d'intelligence collective, on a des grands mots, mais les gens savent. Et donc, si on laisse la place pour que ça s'exprime et pour que eux-mêmes trouvent leurs propres solutions, peut-être avec des suggestions de dire, suggestion d'aborder tel sujet, suggestion de te rappeler de ton expérience quand tu étais à la maison, etc. Mais les gens, en fait, savent très souvent. Et on en parlait brièvement tout à l'heure, le management, dans tout ce qu'on vient de se dire, il a une place qui est
malgré tout central, même si on se dit que tout le monde est partie prenante. Le management a une place centrale. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Alors là aussi, c'est très intéressant parce que, en termes de sémantique, parce la littérature parlait beaucoup de managers jusqu'à il y a pas longtemps, et maintenant on parle de moins en moins de managers, on parle de plus en plus de leaders. Et c'est intéressant ce glissement de vocabulaire parce que il y a d'autres idées derrière le leadership. Derrière le leadership, il y a quand même cette idée qu'on est là pour donner un cap, une direction. Éventuellement qui a été co-construit d'ailleurs, qui est pas forcément un cap imposé, mais en tout cas qui donne un cap, et qu'ensuite il y a de la liberté aussi pour faire, pour proposer, pour faire. Et donc, ça met le manager, leader, dans une autre posture. Et ce changement-là, il n'est pas forcément évident parce qu'on a tendance, en particulier en France, à promouvoir les gens pour leur expertise technique, pas forcément pour leur goût ou leur envie d'emmener les autres avec eux. Alors, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui où on n'a pas de réponse, où on est en train de réinventer les choses. Donc, le manager leader aujourd'hui, c'est quand même ça, c'est donner une vision, donner un cap. Et on parle aujourd'hui de plus en plus, et je trouve ça fascinant et fabuleux, mais des émotions, de la vulnérabilité, de tous ces sujets-là dont il n'était même pas question il y a 5 ans. C'est vraiment ça, les attentes aussi, aujourd'hui, de la part des collaborateurs, c'est d'être face à des humains, pas à des caricatures de chefs, mais qui vont être capables de se remettre en question, qui vont être capables de les accompagner dans les moments difficiles, qui vont être capables d'une certaine forme d'humilité qui n'exclut pas le pouvoir au bon sens du terme de celui qui mène, mais qui est dans une forme d'humilité un petit peu nouvelle dans les entreprises, qui est beaucoup plus inspirant. C'est un terme que je trouve un peu galvaudé et tout, mais quand même il y a de ça, qui est capable d'emmener les autres avec lui ou elle. Et dans l'innovation et dans cette idée qu'on ne maîtrise pas tout et qu'on est là pour inventer ensemble. Et alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément innées. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'il y a des possibilités d'outiller les managers ? Oui. Et ça, et moi, je le vois beaucoup. Là, il y a énormément d'entreprises qui ont compris à quel point le rôle du manager leader était central. Et c'est très enthousiasmant de voir les mesures et les types de formations que les entreprises sont en train de mettre en place, où justement on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de vulnérabilité, on parle d'intelligence collective, de co-construction, etc. On n'est plus du tout dans les mêmes considérations d'équipement technique, si je puis dire, du bagage du manager, ou voilà comment on fait un entretien annuel, voilà comment on évalue, voilà comment on met des objectifs à quelqu'un. Il y a ça qui est une base, mais on vient mettre dessus des choses qui sont de l'ordre on peut en sourire et le prendre un petit peu de haut en disant c'est du développement personnel, etc. Il n'empêche que les bons leaders, c'est des gens qui se connaissent bien, et qui sont capables d'emmener les autres parce qu'ils se connaissent bien et que donc ils laissent de la place à tout le monde pour s'exprimer. Autre sujet, là on vient de parler des collaborateurs et des managers. Les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes, elles, globalement, à réinventer leur QVT ? Moi, je trouve que oui. Il y a toujours évidemment des secteurs dans lesquels c'est plus difficile parce que dans l'ADN même du métier ou du secteur, il y a cette idée de t'as signé, c'est comme ça, voilà. Je pense à des milieux comme le milieu des avocats, le droit, même la médecine ou dans l'industrie du luxe par exemple, où la culture c'est les longs horaires et il y a presque une perte de prestige, etc. si on remet ça en question, si on va commencer à s'intéresser. Mais même ces secteurs-là, j'ai animé il y a pas longtemps une table ronde pour un groupement de cabinets d'avocats. Ils s'intéressent à ces sujets-là parce que le burn-out, c'est un fléau partout, et que personne n'a envie ou intérêt de voir les gens s'épuiser. Et même là, j'ai interviewé récemment un chef étoilé. La cuisine, la haute gastronomie, c'est quand même un milieu réputé pour être extrêmement violent. Et même dans ces milieux-là, il y a toujours des individus pour dire moi je sors du parti pris que l'excellence se gagne à coup de violence, en fait, appelons un chat, et j'invente autre chose
et j'embarque les autres avec moi. Et là, ce chef étoilé en question, Éric Guérin, il s'est dit, moi, je vais fermer mon restaurant plus tôt parce que les gens qui travaillent dans mon industrie n'ont plus envie de vivre comme ils le font. On sait que la restauration, c'est un milieu qui a été sacrément déserté après les confinements. Ils ont énormément de mal à recruter. Il a dit, moi, je ferme mon restaurant plus tôt. Et ça a suscité énormément d'enthousiasme dans le milieu, alors que c'est très audacieux comme mesure. Et il y a plein de restaurants qui lui ont emboîté le pas en disant, on va faire comme toi. Et il n'a aucune difficulté à recruter, alors que des grands noms ont beaucoup plus de mal. Donc même dans des secteurs c'est ça qui est enthousiasmant dans cette période, c'est que même dans des secteurs qu'on estimait très figés et très empreints d'une certaine vision des conditions pour atteindre l'excellence et la performance, qui est quand même le sujet derrière la QVT, quoi. Même ces milieux-là s'y mettent. Donc je pense qu'on est sur une dynamique très intéressante. Là, vous venez de citer un exemple très intéressant de ce chef étoilé. Est-ce qu'il y a une boîte à outils que nos auditeurs pourraient utiliser? Est-ce qu'il y a des petits outils comme ça, des clés pour mettre en place cette nouvelle QVT, cette QVT 2022? Je sais pas s'il y a une boîte à outils vraiment. Je pense que la clé, c'est d'aller parler aux gens. Donc ça, on peut appeler ça une boîte à outils, ouais, vous avez raison. C'est d'aller interroger les gens, mais de manière très précise, de manière très 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 fine. Dans les audits que je propose, je vais beaucoup chercher dans les outils de marketing, qui est mon métier d'origine, et de design thinking, parce que ce sont deux domaine. Alors marketing qui a pas forcément toujours bonne presse, on imagine le côté, on associe souvent le marketing à la manipulation, mais le marketing, c'est avant tout aller comprendre qui sont les gens à qui on s'adresse et développer une offre qui réponde à leurs problématiques. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Des personas. C'est des personas. Alors oui, les personas sont un outil, effectivement, où on peut se dire, on a telle typologie de collaborateurs, voilà leur vécu, voilà la manière dont ils fonctionnent, voilà ce qui est motivant pour eux, parce que chacun a des leviers évidemment différents. Et voilà comment on va les accompagner et imaginer des mesures qui aient du sens pour eux et qui ne soient pas, comme on disait tout à l'heure, des présuppositions de notre part. Mais ça demande vraiment d'aller à l'écoute des gens. Et ça, c'est un chapitre qui est en train de s'ouvrir, je pense, et qui est assez passionnant. En complément des grandes enquêtes qu'on peut voir depuis des années, déjà. Les grandes enquêtes annuelles sur l'état d'esprit des collaborateurs et comment ça se passe, qui sont intéressantes d'un point de vue quanti, mais c'est d'aller vraiment chercher du quali sur ces sujets-là aussi, d'aller vraiment entendre la parole des collaborateurs. Et ça, c'est le point de départ, ça doit être le point de départ. Donc on ne réinvente pas tout, mais on innove. Non, et c'est ça. Et en fait, vous faites bien de soulever ça parce que on peut s'imaginer une usine à gaz en fait avec ça. Et c'est pas du tout le cas. Je reviens à mon idée de bon sens et je reviens à cette idée de solution qui émerge d'elle-même. Parce que bien souvent, les gens, ils sont à la fois capables d'identifier ce qui est compliqué, mais ils savent très bien ce qui pourrait marcher. Et cette idée de ce mot d'agilité qu'on a tendance à employer beaucoup, il a beaucoup de poids en fait. Il a beaucoup de sens. Et d'être dans cet état d'esprit, la période nous y invite à se dire, on a suggéré telle chose, on le met en place, on se donne tant de temps pour évaluer ce que ça donne, et puis on ajuste, on réajuste de manière itérative comme ça, plutôt que d'attendre de pondre des grandes mesures. On peut commencer petit sur des groupes bien particuliers, sur des sujets bien particuliers, et puis ça fait boule de neige après. Merci Sandra Fiodo. Merci. Cet épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Sandra Fiodo, fondatrice de la société de conseil Conscious Cultures, créatrice du podcast Les Équilibristes, pour cet échange. Pour ne passer à côté d'aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Mieux sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Pocket Cast, Podcast Addict. À très bientôt.